Lola, une petite fille dépeinte par ses proches comme espiègle et joyeuse. La France a découvert son visage samedi matin au réveil. La collégienne est morte à l'âge de 12 ans, tuée dans des conditions effroyables. Lola était passionnée de gymnastique. Elle a remporté plusieurs coupes et médailles en aérobic avec son club de Pantin. Comme beaucoup d'ados, elle multipliait les chorégraphies et les postait ensuite sur les réseaux sociaux. Sa mort tragique a suscité une intense émotion dès les premières heures de sa disparition. Le lendemain, Inaya, 12 ans, est venue déposer une dernière lettre à Lola. Elles étaient amies en maternelle et en primaire. Elle venait chez moi, je venais chez elle. On rigolait, on faisait des bêtises, à deux. Ouais. Et là, tout a disparu. Andrea est la gardienne de l'immeuble voisin. Elle a vu Lola grandir, elle l'a croisée souvent. Je suis triste, j'ai le cœur coupé en deux. J'espère qu'elle partira au ciel. Et qu'on est là pour elle et qu'on va soutenir le papa et la maman. Voici celle qui aurait violé, torturé et tué Lola avant de placer son corps dans une malle. Dabia, 24 ans, une jeune femme en apparence épanouie, ancrée dans son époque. Nous avons retrouvé un de ses anciens petits amis, que l'on voit sur cette vidéo. Ça fait 4 jours que je dors pas et dès que je ferme les yeux, je l'imagine en train de faire ce qu'elle a fait. Donc je savais pas qu'elle était capable de faire ce genre de truc. Je suis toujours choqué. Je comprends rien. Absolument rien. Il est 15 h vendredi dernier. La fin des cours et le début du week-end pour Lola. La fillette habite à quelques dizaines de mètres du collège, dans cette résidence. Elle a pour habitude de rentrer directement chez elle. Ne la voyant pas arriver, ses parents s'inquiètent. Très vite, sa mère signale sa disparition à la police. Son père, gardien de l'immeuble, vérifie les images de vidéosurveillance. Il repère une jeune femme qui rentre dans le bâtiment vers 15h15. Derrière elle, sa fille Lola la suit. À 17h, la caméra filme l'inconnu qui ressort seul, avec 2 valises et une grande malle. L'inquiétude monte d'un cran. La mère de Lola publie une alerte enlèvement sur son compte Facebook. 2 heures plus tard, à 23h20, un SDF découvre la malle dans la cour intérieure de la résidence. En l'ouvrant, il trouve le corps de Lola. Tout le monde se met alors à la recherche de l'inconnu, filmé par la vidéosurveillance. Dès l'ouverture de sa supérette en face du collège, Yacine voit débarquer le père de Lola. Il m'a présenté une photo d'une personne si je la connais. Donc je l'ai bien dit, je l'ai bien répondu que la silhouette, elle me dit quelque chose. Mais le visage, il n'était pas clair sur la photo. Quand je lui dis peut-être la silhouette, je la connais, il a laissé son portable et les achats, il est parti direct en courant au commissariat qui est juste à 100 mètres de magasin. Dans le quartier, plusieurs personnes ont aperçu la suspecte la veille.
Ali la croise au moment où elle sort de l'immeuble. J'étais juste derrière la dame. Et le mal, il était ouvert. Il roule mal. Et elle tire, elle regarde à droite, à gauche. Parce que ça se voit qu'elle est en panique. Ça se voit que elle n'est pas normale. Elle était habillée en une robe verte et des baskets. Il doit avoir une vingtaine d'années, je crois. Et après, elle s'est assise juste devant, il y a le tabac. Il y a un immeuble juste à côté du tabac, là. Des habitués du café la remarquent. La meuf, elle était juste là, avec les valises, on ne sait pas, il y avait quoi de temps. Elle est restée au moins 30-45 minutes. Hein. Elle est restée vraiment longtemps ici. Hein. Tu la vois, poteau, on dirait une esclave. C'est ça sur lui, en fait. Ça en fait, le gars, je sais pas, elle avait l'air de le connaître, parce que quand le gars il est venu, déjà, il avait les deux fenêtres ouvertes à l'arrière, comme s'il savait bien ce qu'il transportait. En fait. Il est 19h, quand la tueuse présumée embarque avec sa malle. Grâce à ses témoignages et aux caméras de la ville, les enquêteurs retracent son parcours. Le chauffeur est en fait un ami. Ils montent ensemble chez lui, à Asnières, avec la malle. Lui dit ne pas savoir ce qu'elle contient. Des indices laissent penser qu'il compte avoir une relation sexuelle avec Dabia. Trois heures plus tard, la tueuse présumée commande un taxi, met la malle dans le coffre et retourne sur les lieux du crime. Elle abandonne le corps dans la cour intérieure et quitte Paris en transport en commun. Dabia finit sa nuit dans cet immeuble à Bois-Colombes, logé par une connaissance, Amine. C'est là qu'elle va se faire arrêter, au petit matin. Allez. Petit casse-côte. Kamel est le colocataire d'Amine. Il dormait lorsque la police est entrée dans l'appartement. Voilà, elle est cassée là. La porte, elle était fermée juste avec ça. Elle n'était pas fermée à clé. Et donc vous avez rien entendu et ils sont allés tout de suite où? Tout de suite dans la cuisine. Là où Dabia dormait. Voilà. Ils ont entré direct ici. On peut même pas bouger avec les policiers qui sont venus. C'est pas des policiers simples, c'est la BR. Ah ouais. Ils étaient nombreux? Et il y avait des dizaines ou plus. Hein. Les policiers interpellent tout le monde et fouillent l'appartement. Voilà, attaque. Moi j'étais là. Ils m'ont ramené Amine avec moi ici, on était menottés. Après les policiers ils m'ont dit on va poser des questions vite fait. Tous sont placés en garde à vue. 8 heures plus tard, les deux colocataires sont mis hors de cause. Kamel est relâché. En situation irrégulière, Amine, lui, est placé au centre de dépôt de Vincennes dans l'attente d'un jugement d'expulsion. Ce jour-là, Kamel lui apporte quelques affaires. Amine est le dernier à avoir côtoyé Dabia avant son arrestation. Il dit l'avoir croisé par hasard dans la rue. Nous avons pu le joindre par téléphone. Vendredi, quand vous l'avez croisé, il était quelle heure? Il était 23h, quelque chose comme ça. Elle était au niveau du terminus du tramway T1. Et quand vous l'avez vue, elle était comment? Normale? Elle avait l'air stressée? Normal. Elle portait des claquettes et elle m'a dit « Amine, je peux dormir chez toi? Je n'ai pas d'endroit où dormir cette nuit. » Je lui ai dit « Pas de problème. » Comme il faisait froid, elle m'a fait de la peine. Elle est venue avec moi, je lui ai fait son lit, elle a dormi, elle a mangé, je lui ai préparé un petit truc vite fait. On n'a pas du tout parlé. Elle s'est mise sur son téléphone, moi aussi, et voilà, c'est tout. Logeur, chauffeur, Dabia. Au total, 6 personnes sont placées en garde à vue, au siège de la police judiciaire de Paris. Lors de son audition, la jeune femme va livrer un récit glaçant du supplice qu'elle a fait endurer à Lola. Elle reconnaît avoir entraîné l'enfant dans l'ascenseur jusqu'à l'appartement de sa sœur, qui l'héberge de temps en temps. Dabia lui aurait alors demandé de prendre une douche, avant d'abuser d'elle sexuellement. Elle explique lui avoir scotché le visage, ce qui provoquera le décès de Lola par asphyxie. Dabia raconte ensuite avoir bu un café
écouter de la musique avant de s'acharner sur le cadavre avec un couteau. Mais au fil des auditions, la jeune femme revient sur ses premières déclarations. Elle dit avoir raconté un rêve, pas la réalité, et tient des propos décousus. Elle se serait battue contre un agresseur au couteau, puis contre un fantôme. Jure qu'elle n'aurait jamais pu faire de mal à un enfant. Parmi les informations confuses qu'elle fournit aux enquêteurs, elle évoque une dispute avec la mère de Lola, gardienne de l'immeuble, qui lui aurait refusé un passe d'entrée. Un mobile dérisoire, sur lequel les enquêteurs ne s'attardent pas, privilégiant la thèse de la démence. Qui était Dabia? La tueuse présumée de 24 ans, ici, en train de se filmer sur les réseaux sociaux. Cette Algérienne arrive en France en 2016, à 18 ans. Elle s'installe avec sa mère et ses 2 grandes sœurs dans cet appartement de Brie-sur-Marne, en région parisienne. Les 2 aînées commencent à construire leur vie. L'une d'elles se marie. Pour Dabia, tout est plus compliqué. Au lycée, elle sèche régulièrement les cours et n'obtient pas son baccalauréat. Au cours de cette période, il lui arrive de fréquenter Fares, un Algérien rencontré à Alger, leur ville d'origine. Dabia, tout le monde l'appelle Dina, tous les amis proches. Même sa mère l'appelle Dina. Dina, je l'ai connue en Algérie. C'est une voisine chez moi, au bled. C'était la fille la plus géniale, elle était très sympa. C'est une fille comme les autres. C'est en 2019, ça, regarde. J'en ai plein. C'est toujours son anniversaire. Depuis 2 ans, il a peu de nouvelles. Entre-temps, les parents de Dabia décèdent. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, car son titre de séjour d'étudiante est expiré. Il y a 15 jours, elle téléphone à Fares. Elle m'a appelé, c'était, je crois, 3 jours avant le meurtre. On a mangé ensemble. Sincèrement, elle avait trop changé. Elle me disait qu'elle avait des visions de sa mère dans ses rêves. Elle voyait sa mère. Et comme si sa mère, elle lui disait des trucs. Mais elle comprenait pas ce qu'elle lui disait sa mère. Et quand elle était avec moi, elle parlait entre ses lèvres. Elle parlait à elle-même. Genre comme si il y avait 2 Dina dans sa tête. Elle parlait avec elle-même. Après, dès que je lui ai dit, oh, t'as dit quoi là? Tu es en train de dire que tu me parles à moi? Non, c'est rien. Je parle toute seule. Avant son procès, Dabia subira des examens psychiatriques. Présumée innocente, elle est incarcérée à la prison de Fresnes et mise en examen pour meurtre et viol avec acte de torture et de barbarie sur mineurs de moins de 15 ans. Son avocat n'a pas souhaité commenter les faits. Elle encourt la prison à perpétuité. Vendredi soir, amis et voisins de la famille se sont réunis lors d'une veillée funéraire dans une église proche du domicile de Lola. Elle sera inhumée demain à Lillers, dans le Pas-de-Calais, d'où sont originaires ses parents. C'était la semaine dernière à Seclin, dans le Nord. Au premier rang de cette marche blanche, une famille endeuillée qui pleure Ruby, une fillette de 2 ans et demi qui serait morte sous les coups de son beau-père. Derrière les proches, 350 habitants bouleversés par le drame.
suis maman et que mon cœur de maman est serré quand j'entends des nouvelles comme ça. Et en plus, on la connaissait. Elle était mignonne, cette petite. Des enfants, ça se chérit. Des enfants, on veut les voir grandir. Des enfants, ça crie, ça joue, ça... Mais c'est pas ça, des enfants. Les enfants, à 2 ans et demi, ça disparaît pas comme ça. Elle me la réclame tous les jours. Maman, je veux aller jouer avec Ruby. C'est sa petite copine. Voilà, petite sœur de sa petite copine, mais on était ensemble, je la gardais de temps en temps aussi. Du coup, ça fait mal au cœur. Lorsqu'elle est retrouvée morte à son domicile le 17 août dernier, Ruby présente de multiples traces de au visage. Sa mère, Marine, 25 ans, et son beau-père, Dylan, 23 ans, ont été mis en examen et incarcérés. Que s'est-il passé dans le secret de cet appartement? Comment ce jeune couple en est-il arrivé à un tel drame? Marine et Dylan vivaient ensemble depuis 2 mois dans cet immeuble d'un quartier défavorisé de Seclin, à 20 minutes au sud de Lille. Marine a 3 enfants, issus d'une précédente union. Ruby avait une sœur de 5 ans et demi et un frère de 7 ans. La mère de famille ne travaille pas, son nouveau compagnon non plus. Annabelle, une habitante du quartier, était amie avec Marine depuis leur rencontre au mois de mars. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une connexion entre nous deux. Et vu qu'on avait des enfants, on a des enfants, donc on se lâchait plus, quoi. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle? La manière de parler. Elle avait les mots pour te rassurer. Elle était gentille, calme. Elle adorait le shopping. Annabelle appréciait également beaucoup Ruby. Elle était super gentille, câlineuse, calme, joyeuse, tout. Tout qu'un parent qui aimerait avoir une petite fille comme ça. Marine habitait déjà ce logement social avant de rencontrer Dylan. La famille de la jeune femme n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Dans l'immeuble, Marine et ses enfants n'avaient pas attiré plus que ça l'attention des voisins. On entendait les gosses crier comme tout enfant, quoi. C'était des pleurs classiques, quoi, un enfant. Après, quand on fait dans tout le bâtiment, quoi, mais on est habitué, quoi. On s'inquiétait pas plus que ça. Mais non, j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça, quoi. Très présente sur les réseaux sociaux, Marine donnait pourtant parfois l'impression dans le quartier de ne pas faire très attention à ses enfants, notamment lorsqu'elle se promenait en famille. C'était une belle jeune femme. Ah, très belle. Belle jeune femme. Ah oui. Elle, un peu... toujours dans le téléphone, mais c'est la jeunesse. Pour nous, c'est la jeunesse. Donc, en fait, des fois, on était effrayés parce que la plus jeune était en avant et elle se rendait pas compte. Des fois, on lui faisait la réflexion parce que c'était dangereux. Avant de rencontrer Dylan, Marine et ses enfants ont fait l'objet de 2 signalements auprès des services sociaux. Un premier en 2019, classé sans suite. Un second cette année était en cours auprès d'un juge des enfants. Ni la justice, ni les services sociaux n'ont accepté de nous répondre. Au téléphone, un proche étaye ses soupçons de carence éducative. À l'école, le petit disait qu'il mangeait que des gâteaux et des chips, matin, midi, soir. La petite Ruby qui tombait dans l'escalier et qui était sur son téléphone, j'ai dû lui dire « Marine, ta fille est tombée ». Elle n'a pas couru, elle a dit « ça va aller ». C'est dans ce contexte que Dylan arrive dans la vie de Marine en juillet dernier. Vicky, une mère de famille de 30 ans, le croise alors en bas de son immeuble. Il disait qu'il s'appelait Yacine. Il disait que ses parents ils étaient morts, qu'il habitait en Albanie et qu'il s'était fait adopter à Marseille et que sa famille d'accueil à Marseille avait coupé les ponts avec lui. On y a tous cru. En réalité, Dylan a grandi dans cette petite ville, à seulement quelques kilomètres de Seclin. Et ses parents sont bien vivants. Ils ont refusé de nous rencontrer, mais nous ont raconté leur histoire. Il a mal tourné au collège. Il est tombé dans le canal. Ses dealers venaient jusqu'à chez nous le menacer et nous demander de payer ses consommations. Il nous a fait vivre un enfer.
Nous n'avons plus de contact avec lui depuis 3 ans, quand nous l'avons mis à la porte. Suite à son expulsion du domicile familial, Dylan aurait erré de foyer en foyer. Il écope d'une amende pour usage de stupéfiants, n'a jamais été incarcéré, ni même impliqué dans des affaires de violence. Selon l'avocate qui l'assiste aujourd'hui, Dylan aurait trouvé stabilité et amour auprès de Marine et ses enfants. Il dit qu'il aimait beaucoup Ruby, il s'en est beaucoup occupé. D'ailleurs, il dresse un portrait très élogieux d'elle. C'est une petite fille à laquelle il était profondément attaché. Sa compagne lui confiait souvent les enfants. C'est lui qui s'en occupait au quotidien. Et d'ailleurs, 2 des enfants, non pas Ruby, mais les 2 plus grands, l'appelaient papa. Donc, c'était pas son souhait spécialement, mais donc effectivement, il y a quand même un lien fort entre lui et les enfants. Tout aurait basculé le soir du 11 août dernier. Un ami rend visite au couple. Ruby présente des traces de coups. Il prend une photo que nous avons pu consulter. La fillette a une bosse et des rougeurs au visage. À son copain et à Marine, Dylan affirme avoir été agressé avec Ruby par des inconnus en bas de l'immeuble. 3 jours plus tard, l'ami revient dans l'appartement. Ruby est méconnaissable. Comme en atteste une seconde photo que nous avons également vue, le visage de la fillette est couvert d'hématomes. Elle a les yeux mi-clos. L'ami ne donne pas l'alerte, pas plus que Marine ou Dylan, qui se rend seulement dans cette pharmacie pour acheter de la pommade. Le 17 août, 6 jours après la première photo, Vicky entend de l'agitation devant chez elle. On a vu la police devant et le SAMU et du coup je suis sortie et puis la maman elle pleurait, elle pleurait beaucoup. Et lui pleurait aussi? Non. Le couple vient finalement d'appeler les secours, mais trop tard, car Ruby est décédée. Dylan et Marine sont placés en garde à vue dans ce commissariat. Dylan n'évoque plus une bagarre et reconnaît être le seul responsable des blessures de Ruby. Il parle d'un fait isolé, effectivement. De faits isolés, on n'est pas sur des violences récurrentes au quotidien, etc. C'est quelque chose qui n'était absolument pas prémédité, qui n'était pas souhaité, qui n'était pas voulu tout simplement. Il l'explique par un geste accidentel qui aurait dû entraîner un certain nombre de soins vitaux qui n'ont pas été prodigués à l'enfant. L'avocate refuse d'en dire plus sur la nature de ce geste accidentel. Des expertises ont été diligentées pour savoir s'il s'agit, comme Dylan le prétend, d'un geste isolé ou s'il a frappé Ruby à plusieurs reprises, comme le laisse penser l'autopsie. Reste une question. Pourquoi le couple n'a-t-il pas appelé les secours? L'avocat de Marine n'a pas souhaité nous parler. En garde à vue, la jeune femme a expliqué que son compagnon l'avait menacée de représailles si elle donnait l'alerte. Selon son avocate, Dylan rejette lui la faute sur Marine, qui aurait eu peur de se faire retirer la garde de ses enfants. On a 2 thèses qui se confondent, celle de madame, celle de monsieur. En tout cas, les explications de monsieur, c'est de dire que madame l'en a empêché. Voilà. Que lui, il a alerté sur l'état de santé. Et effectivement, lui, il s'est contenté d'aller à la pharmacie, mais à la demande de madame qui ne souhaitait pas, selon ses dires évidemment toujours, qui ne souhaitait pas se rendre aux urgences ou qui ne souhaitait pas consulter un médecin ou quoi que ce soit. La mère de Ruby indique qu'il l'en a empêché. Voilà, bon. Il y a des éléments au stade de l'instruction qui démontrent que madame était libre de ses mouvements, qu'elle était sortie à plusieurs reprises du domicile, donc bon, a priori qu'elle avait en tout cas toute l'attitude d'aller déposer plainte à un commissariat, ce qui n'a pas été fait. Dylan est poursuivi pour homicide volontaire. Marine, pour défaut de soins, non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger. Présumés innocents, ils encourent tous 2 une peine maximale de 30 ans de prison. Ruby a été inhumée dans l'intimité familiale vendredi.
Pour Marcel, rien ne sera plus comme avant à Saint-Herbot. C'est la grande maison jaune que vous voyez. Il y a une semaine, ces deux petites voisines et leurs parents ont été victimes d'une fusillade dans leur propre jardin. C'était les deux plus jeunes à Saint-Herbot. J'entendais de la maison et ça faisait plaisir d'entendre des jeunes à jouer. C'est dur à voir vite. Adrian Thornton, sa femme Rachel, Solène et Céleste, leurs deux filles, ont été pris pour cible dans ce hameau de 50 habitants du Finistère, principalement habité par des retraités. Le tireur présumé vivait parmi eux. Samedi soir dernier, la famille Thornton, des Anglais installés en France, profite de la douceur de la soirée. Hervé, le voisin le plus proche, les a salués vers 21h, quelques minutes avant le drame. La Solène, j'ai vu, elle était sur la balançoire, le pneu que son père avait dû faire, et se balançait là. Et la petite devait être un peu plus loin, sur l'autre balançoire. Et après, moi, je suis rentré. Vers 21h30, un homme jaillit de l'autre côté de la haie, fusil 22 longs rifles à la main. Il ouvre le feu. Adrien, 50 ans, est fauché le premier, une balle dans la tête. Puis Rachel, sa femme de 49 ans. Elle hurle à ses filles de s'enfuir, puis tombe, touchée au dos et au cou. L'homme aurait ensuite tourné son arme en direction de Solène, 11 ans. Elle est frappée en plein cœur, de face. Seule rescapée de la fusillade, sa petite sœur Céleste, 8 ans, parvient à se réfugier chez des voisins. Ils alertent la gendarmerie. Le tireur présumé, Dirk Kratz, un retraité néerlandais de 71 ans, n'est autre que le voisin des Thornton. Il vit dans cette maison, juste derrière la haie. Alerté par les gyrophares, Hervé sort de chez lui. Au sol, il aperçoit Rachel et sa fille aînée, Solène. Donc les corps étaient là. Enfin, moi j'ai vu les deux, l'une contre l'autre, et puis ils bougeaient pas. Ils étaient allongés là. Donc c'est tout. Donc après, ils bougeaient pas, donc on savait pas s'ils étaient morts ou pas. C'est là que les gendarmes nous ont dit de partir. Dirk Kratz est retranché chez lui avec sa femme. Le GIGN est envoyé en renfort. Au bout d'une heure de négociation, le couple se rend. Marguerite Bleuzen, maire de la commune, va sur le lieu du drame. À son arrivée, les parents sont évacués en urgence vers l'hôpital, mais pour Solène, il est déjà trop tard. La première chose que je vois sur place, c'est un corps par terre, recouvert d'une couverture de survie. Et là, voilà, c'est comme on venait de me dire que c'était une enfant. J'ai une petite fille, moi, de cet âge-là, et ouais, moi, ça m'a choquée. Elle assiste à l'interpellation du tireur présumé, Dirk Kratz, et de sa femme, Marlène Van Hoof. Ils avaient une façon de marcher, je fonce droit devant, puisqu'on m'a dit d'y aller, ni regarder à droite, ni à gauche, sans le regard vide. Moi, j'avais mon seul regard sur la petite par terre. Il l'a vu en montant, c'est pas possible qu'il n'a pas vu le corps par terre. Mais bon, voilà, je pense qu'il est monté, j'avais envie de le prendre et dit, regarde ce que t'as fait, quoi. Une querelle de voisinage qui a viré au cauchemar. L'histoire d'un conflit d'abord larvé, qui s'est envenimé 4 années durant. Dirk Kratz a été tour à tour photographe, berger et employé dans un centre d'accueil aux personnes handicapées en Belgique. En 2015, il s'installe avec sa compagne, Marlène Van Hoof, dans cette ancienne école pour la retraite. Le couple y vit quasiment reclus, sans aucune relation amicale connue. 2 ombres que Marie-Céline croise rarement dans le hameau. Lui, je l'ai vu 2 fois. Une fois avec Marlène. Je voyais qu'ils étaient très discrets. Je savais qu'ils n'avaient pas envie de se mêler à tout le monde, quoi.
Ça, c'est la personnalité de chacun. Marlène m'avait dit, si on est venu là, c'est pour être tranquille. 4 ans plus tard, les Thornton achètent la propriété voisine des Néerlandais, une ancienne scierie. Rachel parle parfaitement français. Elle trouve un emploi d'aide à domicile pendant qu'Adrian, lui, restaure la bâtisse et s'occupe de ses 2 filles après l'école. Thornton, Rachel, Adrien, Solène et Céleste, très gentils, charmants, toujours prêts à aider. Oui, on s'entendait bien. Les 4, ils sont arrivés là en voiture. Ils ont dit nous sommes vos nouveaux voisins anglais. On a acheté là. Leur projet, c'était faire une maison de dot pour faire des chambres de dot pour les Anglais, quoi. Comme c'était une ancienne scierie où ils étaient, là, où ils habitaient, bah, il a travaillé durement pour nettoyer le terrain. C'était une friche industrielle, quoi. Adrian mène seul les travaux dans la maison et sur la propriété. Tous les jours, il s'affaire pour accueillir au plus vite les premiers touristes. Il nettoie sans relâche le terrain envahi par la végétation et démolit les anciennes dépendances. Il y avait un bâtiment là, il y avait des tas de ronces, des arbustes. Il a tout défriché, il a tout mis tout seul à la main avec son petit tracteur. C'était un bosseur, hein? Ah oui, du matin au soir. Ça faisait du bruit? Bah, la débroussailleuse, ça fait du bruit, quoi. Et avec son tracteur aussi. Au bout d'1 an de travaux, les premières frictions apparaissent entre les 2 couples. Les rats ne supportent plus les nuisances et la vue désormais dégagée sur leur maison. Ils demandent à la mairie d'intervenir. C'est Madame Ratz qui est venue se plaindre que c'est pas possible, il faisait du bruit, il y avait toujours des engins. Et du coup, j'ai 2 de mes adjoints qui sont allés sur place. On a joué un petit peu notre rôle de conciliateur, essayer de voir comment c'était possible de s'arranger. Les 2 femmes, on les a eues, mais pas les 2 monsieur. Je pense qu'ils voulaient pas se parler. Hein. Et pendant cette tentative de médiation, alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun problème, oui, on va essayer. Je sais que mon adjoint a dû lui dire c'est des noisetiers dans un an, ouais, voilà, ça aurait repoussé, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas l'empêcher de tailler sa haie ou de couper ses arbres, on ne peut pas. Maintenant, ils étaient d'accord, les femmes, il n'y avait aucun problème. Mais les hommes, c'était pas possible. Le conflit à bas bruit monte peu à peu en intensité. Jusqu'au premier incident grave, il y a un peu moins de 2 ans. Adrian veut abattre ce vieux chêne à la limite de la propriété des Néerlandais. Il l'attaque à la tronçonneuse. Mais c'est l'arbre de trop pour ses voisins, qui auraient alors basculé dans la violence. Oui, il m'a dit que c'était elle qui avait menacé avec une carabine et qui a tiré en l'air. La femme de Monsieur Ratz? Oui. Je lui ai dit faire attention, elle va prévenir la gendarmerie et il n'a pas fait, quoi. Ils ont plus de 70 ans, ils viennent là pour être tranquilles, calmes. Il y a du bruit toute la journée. J'ai toujours dit avec mon copain, un jour, ça va mal finir. L'impensable finit par se produire samedi dernier. Pendant la journée, Adrian taille la haie mitoyenne à la propriété des Ratz, puis s'installe avec sa famille sous le chêne. Peu avant la tombée de la nuit, les rires des enfants s'interrompent brusquement. Nous, on était devant la télévision, avec mon copain, on discutait. Et puis, d'un coup, je lui ai dit « Tu n'entends pas des cris ?» Alors, il baisse le son de la télévision, et puis, en effet, on entendait des cris. Et puis, d'un coup, plus rien. Et donc, on est venu ici, sur la terrasse. Et puis, on a entendu 4 fois clac, 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 clac. On a pensé que c'était des branches, comme un bruit de branches qui craquent, quoi. Mais plusieurs fois d'affilée, quoi. Et c'est après, quand on a su qu'ils se sont fait fusiller, c'était ce bruit-là qu'on avait entendu, quoi, de rechargement, quoi. En garde à vue, Dirk Ratz et Marlène Van Hoof sont tous les 2 testés positifs à l'alcool et au cannabis. Dirk Ratz aurait alors expliqué ne pas avoir visé précisément l'enfant.
Hervé, ancien militaire de 83 ans, ne décolère pas. Ah, il a retiré de là. Alors, vous voyez la distance. Hein? Ah oui. Il a dit qu'il n'avait pas visé la fille. Vous y croyez, vous? Oh non. Alors, attendez. Faut tirer au 22. De là, sans viser la fille et la tuer, il y a une nuance quand même. Hein. Selon son avocate, Dirk Ratz regrette les conséquences de son acte, dont la motivation et les circonstances exactes restent à déterminer. L'homme, sans antécédent judiciaire, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Marlène Van Hoof, sa compagne, a été placée sous le statut de témoin assisté. Laissée libre, elle aurait quitté la région à bord de leur véhicule. Une semaine après les faits, Adriane est toujours hospitalisée à Brest, dans un état grave. Son épouse, Rachel, est désormais hors de danger. Quant à Céleste, 8 ans, seul membre de la famille à ne pas avoir été touchée, elle passe ses journées dans le service pédiatrique de cet autre hôpital. C'est une chambre d'adolescente où tout est intact. Au mur, les idoles d'Angélique et d'Anaïs, sa grande sœur. Elles avaient 8 ans d'écart, mais ont toujours partagé la même chambre. Devenue un sanctuaire, depuis le meurtre d'Angélique, il y a 10 jours. J'arrive pas à dormir à côté d'un lit vide, non. C'est compliqué. Vous dormez où? Chez mon copain ou dans le canapé, mais j'essaie de trouver une solution. C'était encore une petite fille, en fait, on voit, c'est vraiment une chambre de... Ouais. C'était un petit bébé. J'étais toujours derrière elle. Comme une deuxième maman? Ouais. Elle avait toujours besoin de moi, donc j'étais là. Anaïs doit désormais apprendre à vivre avec cette insoutenable absence. Depuis que David Rameau, un ancien voisin de 45 ans, a avoué avoir violé et tué Angélique. Mercredi 25 avril, dans l'après-midi, l'adolescente quitte son immeuble. Elle laisse un mot à ses parents, les prévenant qu'elle va voir des copines. Je suis rentrée à 21h et ma mère elle m'a dit viens dehors, ta sœur elle est toujours pas rentrée. Donc on a fait le tour du quartier et on n'a rien vu. Mon père il a fait le tour de la ville, il a rien vu. On a dit dans le pire des cas elle va revenir du lendemain matin et on pensait pas du tout que c'était une fugue, hein, mais on a dit dans le pire des cas. On s'est vite inquiété parce que ça lui ressemblait pas. Dans ce quartier familial et tranquille, une centaine de voisins et amis organisent les premières recherches. Le père d'Angélique y prend part, ainsi qu'Anaïs. Ils ont alors encore espoir. Avec Tony ouais, mais on sépare un qui revient du côté de Montbrochy et l'autre qui remonte du côté du machin, du côté de la zone industrielle. Oui, un côté qui s'en irait par là et un côté qui s'en irait de l'autre côté. L'abattu ne donne rien. C'est finalement le témoignage d'un petit voisin de 10 ans qui va être déterminant. Nous l'appellerons Julien, ici en bleu. Le lendemain de la disparition de l'adolescente, sa mère le questionne. Je lui ai demandé s'il avait vu Angélique. Il m'a dit oui, maman, je l'ai vue, j'étais en train de jouer avec elle dans le parc. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, si elle était partie avec quelqu'un, si cette personne l'avait pris de force. Il m'a dit oui, maman, Angélique, elle est bien partie avec un monsieur. Il n'y aurait pas eu d'échange de paroles, il ne l'aurait pas pris par la main, il ne l'aurait pas forcé. Elle est pris, dès qu'elle l'a vu, elle est partie vers lui. Elle semblait le connaître. Elle semblait le connaître, oui. Ce témoignage donne un coup d'accélérateur à l'enquête. Les policiers font venir des chiens pisteurs
qui, après avoir flairé des effets personnels d'Angélique, emprunte un itinéraire qui les fait passer devant cette maison. En croisant cette piste avec le fichier des délinquants sexuels, les enquêteurs s'aperçoivent que son occupant, David Rameau, a déjà été condamné en 1996. Et c'est un homme que la famille d'Angélique connaît bien. Il habitait ici dans cet immeuble, donc on le voyait tous les jours. Il connaissait bien ma famille, Angélique. On n'avait aucune idée qu'il y avait des antécédents et que voilà, on n'avait vraiment aucune idée. C'était un voisin, on se disait bonjour, au revoir, rien de plus, quoi. 3 jours après la disparition d'Angélique, au dépôt de bus où il est employé comme chauffeur, David Rameau est interpellé à 21h30. Placé en garde à vue à la police judiciaire de Lille, il passe aussitôt aux aveux. Il reconnaît avoir tué la jeune fille et s'être débarrassé du corps. Sur ses indications, Angélique est retrouvée à 1h30 du matin dans cette forêt, à 7 km de chez lui. David Rameau donne sa version des faits. Mercredi, c'est son jour de repos. Alors que sa famille est en vacances dans le sud, il se rend à Lille. Tout d'abord dans ce sex shop du centre-ville, dont il n'est pas un client habituel, pour acheter une boîte de comprimés comme celle-ci, un complément alimentaire censé accroître le désir sexuel. Puis il rentre chez lui, boit de la bière, prend les gélules achetées au sex shop à 2 reprises. Après une sieste, vers 16h30, il se rend au square où Angélique joue. Il dit avoir eu elle. Il prétexte un cadeau à donner à ses parents pour l'attirer chez lui, comme le détaille le procureur de Lille. Il en vient à lui poser des questions de plus en plus intimes. Elle cherche à partir face à ce genre de conversation. Et comme il en empêche, elle se met à crier. Il la maintient de force, au point qu'elle se cogne d'ailleurs dans la table du séjour. Il commence à l'habiller et il l'emmène dans les toilettes et ferme la porte à clé. Il finit de la déshabiller. Comme elle tente à nouveau de s'enfuir et de se débattre, il lui donne une gifle. Puis il va lui imposer une fellation et des pénétrations digitales. Ensuite, il prend le pantalon de la jeune fille, qui lui passe autour du cou et il l'étrangle. Il indique que lorsqu'elle a commencé à se débattre, il a compris qu'il fallait qu'elle la tue. Après le meurtre, David Rameau nettoie la maison, met le corps d'Angélique dans une valise, la place dans le coffre de sa voiture et va acheter une pelle dans ce magasin de jardinage. Vers 20h, il se rend dans ce bois isolé qu'il dit avoir choisi au hasard. Il tente de creuser un trou. N'y parvenant pas, il dissimule le corps dans des ronces. 3 jours plus tard, il se rend dans cette déchetterie. Sébastien était de service avec l'un de ses collègues. David Rameau aurait voulu jeter la valise ayant servi à transporter le corps dans ce conteneur qui permet de broyer les objets. Mais il ne marche pas ce jour-là. Nous, on a proposé de se diriger vers la même benne que là, mais c'est pas broyé en fait, ça reste à vue de tout le monde. David Rameau aurait finalement refusé de laisser sa valise dans cette benne. Elle n'a pas été retrouvée. Il aurait donc cherché à dissimuler son acte, mais selon son avocat, maître Éric Demey, face aux enquêteurs, il aurait immédiatement craqué. Il n'est pas dans le calcul, le mensonge, la dissimulation, essayer de voir quels sont les éléments qu'il y a contre lui pour savoir ce qu'il peut dire ou ne peut pas dire. Il livre tout de suite. Je pense qu'il cherche à comprendre comment il a pu en arriver là. Il me dit qu'il sait qu'il sera désormais seul pour le restant de ses jours. Voilà. Lundi soir, David Rameau a été mis en examen pour viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire dans cette maison d'arrêt près de Lille. Le lendemain, mardi 1er mai, une marche blanche est organisée à Vambrochy. 3000 personnes défilent dans cette ville de 10 000 habitants. Tous sont partagés entre tristesse et colère.
Car David Rameau, entouré de ses 2 fils, donnait jusque-là l'image d'un époux et d'un père de famille modèle. Karine, une voisine, est tombée des nues. Jamais on se serait douté que cette personne était comme elle était. C'était impossible. D'ailleurs, la première réaction de ma fille, elle descend, elle me dit « Maman, ça aurait été moi, j'aurais été aussi. » Parce que, voilà, un voisin, quelqu'un qu'on côtoyait régulièrement de par le quartier, de par les écoles, de par... Il venait tous les vendredis jouer au foot avec tous les gamins devant. Jamais eu un mot au-dessus de l'autre, jamais une altercation, jamais quelqu'un à qui on disait bonjour, qu'on parlait d'actualité, qu'on parlait de... Donc là, c'est des questions, des interrogations, de la colère, forcément. Je me sens trahie, tout comme la famille. Trahie, trompée, abusée. Un double jeu auprès de ses voisins, comme auprès de ses collègues. Le lendemain du meurtre, David Rameau se rend au dépôt de bus comme si de rien n'était. Mohamed Fari, le secrétaire CGT de l'entreprise, résume la sidération des salariés. Vendredi, la veille de son arrestation, il me semble, il était en train de travailler avec eux, il y avait discuté sur cette actualité malheureuse. Et là, il disait qu'il allait faire partie du prochain groupe de recherche pour essayer de retrouver cette jeune fille. Et la nouvelle, quand elle a été connue de tous du dimanche, et ben là, les gens ont eu vraiment le ciel qui leur est tombé sur la tête, quoi. Qui est vraiment cet homme ? David Rameau est né à Lille en 1973. Ses parents divorcent quand il a 2 ans. Abandonné par sa mère, il est placé en famille d'accueil. À sa majorité, alors employé comme pompiste, il rencontre une enseignante avec qui il compte faire sa vie, ici, à la Madeleine, à quelques kilomètres de Lille. Une existence tranquille, mais tout bascule en janvier 1994. En 15 jours, il agresse 3 femmes dans le même quartier, selon un mode opératoire identique. Il circule à mobilette, porte un casque intégral et menace avec un... L'une de ses victimes de l'époque, aujourd'hui âgée de 74 ans, a accepté de revenir sur ces faits qui restent extrêmement douloureux. Je partais travailler et j'étais sur le balcon, là, ici au-dessus. Et quand il y a quelqu'un qui m'a attrapé par derrière, il m'a mis un coup sur le cou. Et puis, bon, il me tirait vers lui. J'ai jeté mon sac, j'ai cru que c'était pour voler mon sac. Donc je l'ai jeté, il a tombé sur le pont. Et puis bon, j'ai quand même essayé de me débattre. Je dis toujours, j'ai eu de la chance ce jour-là dans le malheur, parce qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée avec un couple qui se sont tout de suite descendus. Grâce à ce couple, elle échappe à son agresseur. Un autre témoin parvient discrètement à le suivre jusqu'à chez lui, à 1 kilomètre de là, où il sera arrêté quelques jours plus tard. Comme pour Angélique, il reconnaît rapidement les faits et avoue même une 4e agression, le viol d'une jeune fille de 12 ans et demi. 24 ans plus tard, chez son avocate, celle-ci reste traumatisée. Elle pense avoir échappé à la mort, car elle ne s'est pas débattue. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? De me laisser faire, sinon il allait me tuer. Et il a appuyé sur le couteau au niveau de la gorge. Et il a appuyé fort. Pourquoi vous vous en êtes sorti? Parce que je me suis laissé faire. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire avec moi et après, il est parti. Et moi, il m'a bousillé ma vie. En 1996, 2 ans après son arrestation, David Rameau comparaît devant la cour d'assises du Nord. Il assure avoir cédé à des pulsions irrépressibles. La justice considère qu'il n'est pas un pervers au profil de violeur. Alors qu'il encourt 20 ans de prison, il est condamné à seulement 9 ans.
Il sort en 2000, sans obligation de soins, et refait sa vie en se mariant 2 ans plus tard avec une infirmière. Selon l'avocat de cette dernière, maître Hervé Corbanesi, elle aussi se sent trahie après 18 années de vie commune. C'était une femme complètement anéantie que j'ai vue. L'image que j'en ai eue, c'est qu'elle avait des fantômes dans les yeux. D'où rétrospectivement se dire, j'ai vécu avec un étranger. Même pas avec un monstre, avec un étranger. Je ne connaissais pas la personne qui partageait mon lit, qui partageait ma table, qui partageait nos activités périscolaires. Je ne connaissais pas cet homme, ce qui est glaçant. Son mari aurait minimisé son passé criminel. Il lui avait vendu une histoire à deux francs 6 sous, si je puis dire. Lui dire que c'était pour une histoire banale de vol ou d'agression, je sais pas quoi. Pour, in fine, une fois qu'elle était mariée, lui avoir expliqué qu'il y avait eu une espèce d'agression d'ordre sexuel, mais qu'il ne savait pas que la fille était plus jeune que ce qu'elle paraissait être, d'une part, et que d'autre part, il avait bu, il était alcoolisé, il était sous l'emprise de toxiques. Et elle y a cru, parce qu'elle s'est dit, si c'était un viol, il n'aurait pas pris 6 ans. David Rameau a-t-il commis d'autres agressions depuis 18 ans? Quelques jours avant le meurtre d'Angélique, il aurait été vu en train de s'exhiber sexuellement dans une rue de Vambrochy, en tenue de chauffeur de bus. Anaïs exprime aujourd'hui sa colère. Tout ce qu'il lui a fait vivre, c'est inadmissible. Et contre la justice française. Parce que relâcher comme ça une personne au bout de 6 ans, au lieu de 9, et même 9, c'est pas assez. Vous avez de la haine contre lui? Ah oui, on a énormément de haine. Je pense que c'est ça qui me fait tenir. Il faut qu'on se bat pour elle, pour qu'il prenne un max. Hier, toute la ville a rendu un dernier hommage à Angélique. Une adolescente, tout juste sortie de l'enfance, dont le souvenir hantera Vambrochy. Vanessa, c'était une fille très sérieuse, super gentille, super souriante, très attentionnée. Elle faisait du mal à personne. C'est une bonne personne. C'était une très bonne personne. Ouais. Elle est triste, hein? Ouais, elle est triste. J'ai pas arrêté de faire des prières pour elle et tout, mais j'espère juste qu'elle reposera en paix. Elle aurait pu terminer une belle vie, mais ça s'est passé. Depuis lundi, dans ce collège, un seul prénom revient sur toutes les lèvres. Vanessa. Il y a 10 jours, l'adolescente a été enlevée à la sortie des cours, puis et tuée. Elle avait 14 ans. Romain Chevrel, 31 ans, un jeune papa au parcours chaotique, a avoué l'avoir enlevée, puis étranglée. Vendredi 21 novembre au soir, à Tonins, dans le Lot-et-Garonne, tout le monde cherche Vanessa. En ce moment, on est tellement... Vers 1h du matin, Annie Gourgue, présidente d'une association d'aide aux victimes, est appelée en urgence à la gendarmerie. Elle doit accompagner et soutenir les parents de Vanessa, qui ne parlent pas français. Ils sont arrivés à la gendarmerie de Tonins. Et le colonel, avec grande humanité, des mots très simples, leur a dit, voilà, je dois vous annoncer que Vanessa a été retrouvée. Alors là, il y a la sidération, mais elle a été retrouvée sans vie. La maman s'est mise à pleurer très fort, à trembler. Ça a été un moment de panique. Le papa, c'était plus la sidération. C'était la question, mais comment c'est arrivé, quoi? Vanessa était l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. D'origine espagnole,
Elle était passionnée de violon. L'adolescente a grandi dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Il y a 1 an, ses parents saisonniers décident de s'installer à Tonins, dans l'espoir d'une vie meilleure, au rez-de-chaussée de cette maison. Séverine, auxiliaire de vie, est une voisine de la famille. Elle croisait tous les jours la jeune fille. Vanessa, c'est une adolescente qui était discrète, réservée, timide, et qui s'occupait beaucoup de son frère et de sa sœur, qui était toujours présente. Voilà. Si on voyait Vanessa, eh bien, il y avait son petit frère ou sa petite sœur derrière. Et là, on ne la verra plus. C'est dur. C'est dur. Ah, j'ai les larmes qui montent. Vanessa était en classe de 4e. Ce 21 novembre, après son cours de sport, elle sort du collège vers 13h. Comme tous les midis, elle emprunte cette rue pour rentrer déjeuner chez elle. Un trajet qui, d'ordinaire, ne lui prend qu'une quinzaine de minutes. Mais ce jour-là, sa maman ne la voit pas rentrer. Les parents de Vanessa s'inquiètent, la cherchent et à 18h45, signalent sa disparition. L'enquête va alors très vite. En 2 heures, avec l'aide des images de vidéosurveillance de la ville, les gendarmes reconstituent le parcours de l'adolescente et découvrent, grâce à cette caméra, qu'elle est montée dans une voiture. Son propriétaire est rapidement identifié. Il s'appelle Romain Chevrel, un homme qui habite Marmande, à 20 km de Tonins. Les gendarmes l'amènent à la brigade pour l'interroger. Et spontanément, il déclare : « Je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas naïf. Je vais coopérer. » À 22h45, il est placé en garde à vue et très rapidement, il avoue tout. Allez, on va prendre ça. Un récit détaillé, selon le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet. Sans trop savoir pourquoi, en fait, nous dit-il, il s'est rendu à Tonins, il a garé son véhicule à proximité du collège. Et là, dans son véhicule, il nous dit qu'il a consommé à plusieurs reprises du cannabis. Quand il repère Vanessa, il nous dit qu'il va tenter de la faire venir vers lui et que finalement, n'y arrivant pas, il la fera rentrer de force dans son véhicule. L'enlèvement est le moyen pour lui de commettre le crime de viol. Il dira également que finalement, il l'a tuée en l'étranglant. Il la tue pour que le viol, finalement, ne soit pas révélé. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. Dans cette maison abandonnée, à quelques kilomètres de Tonins, le corps de l'adolescente est retrouvé sur les indications de Romain Chevrel. Il est mis en examen pour séquestration, viol et meurtre, puis incarcéré. Comment cet homme en couple, tout jeune père de famille, décrit comme calme et discret, en serait-il arrivé à un tel niveau d'horreur ? Pour essayer de comprendre, il faut remonter aux origines d'une vie chaotique qui débute en Seine-et-Marne. Romain Chevrel n'a jamais connu son père et sa mère meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Confié à sa tante, il est ensuite déplacé de foyer en foyer, en Normandie, en Savoie. Adolescent, il enchaîne les petits délits, vols, dégradations. À 15 ans, il est aussi condamné à 15 jours de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineurs. Devenu adulte, l'homme semble tout faire pour se réinsérer. En 2021, à Bordeaux, il trouve un emploi dans l'entretien des espaces verts. C'est là que Nathalie et Noah l'ont rencontré.
Ils travaillaient avec lui et ont vite été touchés par ce jeune homme en errance. Il avait un logement et d'après ce que j'ai compris, il y avait des dettes de loyer, donc il y avait des huissiers qui devaient venir, il y avait une expulsion. Et il a été 2 ou 3 soirs sans toit, il était à la rue, il pouvait se doucher au dépôt. Mais après même, le chef il a proposé aussi qu'il dorme dans le camion. Face à cette situation, ce collègue décide de l'héberger. Et c'était ici sa chambre, ses chambres d'amis. Donc il était avec ce lit-là. Et c'est voilà. Il est resté combien de temps chez vous? Et moi. Pendant 1 mois, Romain est comme chez lui. Joyeux anniversaire. Il participe même aux fêtes de famille. Un homme apprécié de tous, mais qui semble en manque d'affection. Durant 1 mois, il aurait même tenté de draguer Nathalie, en lui envoyant de nombreux messages. Pas une grosse connasse de base et tout qui repousse tout le monde, au contraire, t'es quelqu'un qui est plutôt ouverte à tout le monde, donc du coup voilà, ça passe. Mais ça se sentait que c'était quelqu'un qui voulait pas être seul déjà. Ça se sentait que c'était quelqu'un qui cherchait une compagne. C'est... voilà. Comment vous le sentez? Mais moi je l'ai beaucoup vu, on s'est beaucoup vu. Il était intéressé, on va pas se mentir, voilà. Nathalie décrit Romain Chevrel comme un homme galant et respectueux, mais dont elle aurait vu le comportement changer à plusieurs reprises, comme rattrapé par un mal-être. Chez moi, il avait beaucoup bu, beaucoup de whisky et je crois qu'il a bu quasiment tout seul. J'avais fait la réflexion à un collègue en lui disant je pense que sous alcool, il peut être violent. Dans ses réactions, alors déjà, c'était quelqu'un qui se braquait vite, mais alors quand il avait bu, c'est quand ça allait pas dans son sens, ça lui plaisait pas trop. On voyait bien qu'il pouvait très vite s'énerver quand même. Fin septembre 2021, l'homme disparaît du jour au lendemain. Il quitte son travail, ses collègues, sans prévenir personne. En fait, il a rencontré Nadia, une jeune Marocaine qui vit à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. C'était lors d'une fête foraine. Un des amis de la jeune femme était présent ce jour-là. Elle cherchait quelqu'un dans sa vie, tout simplement, parce qu'être mère célibataire, s'occuper d'une enfant, c'est trop compliqué. Et tout comme elle, il était célibataire. Il était très précis, il savait ce qu'il voulait. Il voulait une fille intelligente, droite, quelqu'un de respectable surtout. À partir de là, ils se sont rapprochés, ils ont parlé à la fête foraine sérieusement de ce qu'ils recherchent au niveau de leur plan amoureux. Nous, on les voyait comme un couple coup de foudre, quoi. Romain Chevrel semble trouver un équilibre. 1 mois après leur rencontre, il s'installe chez Nadia et son enfant de 5 ans. Peu de temps après, elle tombe enceinte et donne naissance à une fille. Romain, lui, travaille comme manutentionnaire en intérim. Pour les proches, voir leur ami impliqué dans la mort de Vanessa est incompréhensible. Je l'en veux beaucoup parce que, comme il le souhaitait, il commençait à s'en sortir. Comme il le souhaitait, il avait trouvé une femme, une épouse correcte. Je l'en veux beaucoup d'avoir gâché la vie d'autrui et gâché sa vie à lui aussi. C'est horrible ce qu'il a fait, c'est horrible, tout simplement. En plein cœur du quartier de la Gravette à Marmande, c'est ici qu'habite le couple au 3e étage de cet immeuble. Bonsoir. Excusez-moi de vous Quelques déranger. heures seulement après les aveux de Romain Chevrel, nous croisons Nadia et son frère au pied de leur appartement. Là, je l'emmène chez sa sœur, chez moi, parce qu'elle s'est reposée. Pour l'instant, je ne veux pas. Elle Vous étiez pas que de rentrer chez elle. D'accord. Elle a été surprise, elle a passé 10 heures. Pas de garde à vue, mais il a emprisonné. Mais
Et vous étiez en instance de séparation? Non, ils étaient ensemble, ils ont même un enfant. Ils sont pas... Ils sont pas... Et vous comprenez ce qui s'est passé ou... Bah, ils comprennent rien du tout. Ils comprennent rien. Là, Si les proches de Romain Chevrel se disent abasourdis, plusieurs voisins du couple décrivent un homme à la personnalité trouble et une vie de couple pas si rangée. Depuis l'arrivée de leur enfant, les disputes auraient été plus fréquentes. Bon, quand il s'engueulait avec sa femme, c'était ça, quoi. Il s'engueulait, il descendait dans sa voiture, il se mettait certainement à la mine et il dormait dans sa bagnole les 3 quarts du temps. J'avais remarqué qu'il avait des addictions à certaines choses. Quand c'est l'alcool, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il buvait énormément d'alcool? Ah ben les bouteilles, les cadavres, il balançait tout. De toute façon, il garait sa voiture à côté des conteneurs à poubelle et dans la nuit, un bruit de verre qui explose, ça s'entend, quoi. Donc il jetait après ses canettes, ses packs, il jetait tout dans la benne. Donc, le matin, quand on partait travailler, des fois je le voyais à 5h du matin, il était dans sa voiture, quoi. Que se passait-il dans la tête de Romain Chevrel? Il n'a pas donné d'explication à son geste, mais a reconnu avoir déjà consulté des images pédographiques. Son ordinateur est en cours d'analyse. L'enquête devra également déterminer si l'homme a prémédité son acte. 2 collégiennes nous ont assuré l'avoir vu rôder autour du collège à plusieurs reprises. Selon Maître Martin, son avocat, Romain Chevrel n'arrive pas pour le moment à expliquer son acte. Pourquoi cet homme qui était parfaitement inséré, qui était inséré socialement en tout cas, qui avait un travail certes précaire, mais qui était en couple, qui travaillait régulièrement, comment a-t-il pu basculer dans la commission de faits aussi terribles? Voilà, un homme qui a cœur de coopérer avec des psychologues et des psychiatres qui vont être amenés à l'examiner pour essayer de comprendre ce passage à l'acte. Romain Chevrel, qui reste présumé innocent, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les prochains jours, Vanessa sera enterrée en Espagne. Il est peut-être la clé, la dernière pièce d'un puzzle macabre. Cet homme, terré chez lui, en attente de son procès, accepte de se livrer pour la première fois. Claude Ducos, électricien à la retraite, chasseur, est accusé d'avoir découvert le corps d'Alexandre Ginca, 13 ans. Est-ce que vous avez dénombré Alexandre Ginca? Mais non, mais vous vous figurez une chose pareille, mais c'est atroce, je ne sais pas, je n'ai jamais rien fait. Je suis tombé des nues le jour où la police judiciaire est venue chez moi. Mais vous vous figurez de quoi il m'accuse, de découper, mais c'est pas possible, non, c'est pas possible. Dans le box, aux côtés de Claude Ducos, 3 autres personnes. Des marginaux du centre-ville de Pau. 4 accusés pour un même meurtre, sans que l'on sache avec certitude quel a été le rôle de chacun. Ce mystère hante Valérie, la mère d'Alexandre, depuis maintenant 5 ans. C'est son dernier anniversaire, voilà, pour ses 13 ans. Il n'avait pas encore les cheveux longs, c'était l'année où il avait décidé de se faire pousser les cheveux pour avoir le look skater. Il s'était dit, maman ne voudra jamais. Et puis, bah oui, j'avais dit oui, pourquoi pas, il faut bien qu'ils passent par leur période test. Les photos, on les connaît par cœur. Ça fait 5 ans qu'on les regarde et il n'y en a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouveaux souvenirs, il n'y a pas de nouvelles photos, il n'y a plus rien. Alexandre Ginca a disparu le 4 juin 2011 dans ces rues du centre de Pau. Il passe alors le week-end chez son père, qui lui a donné l'autorisation d'aller dîner dans cet immeuble, chez une camarade de classe, avec d'autres amis. Il quitte ses copains à 22h40. Il est à vélo. Il lui reste alors quelques centaines de mètres à parcourir pour rentrer chez son père, qui vit juste à côté des Halles. Le lendemain, son vélo sera retrouvé attaché à ce poteau. Alexandre, lui, s'est volatilisé.
20 jours plus tard, sur les bords du Gave de Pau, en plein centre-ville, 2 SDF, Jacques et Muriel, font une découverte éprouvante alors qu'ils ramassent du bois dans la rivière pour faire du feu. Là, tu ramasses des bouts de bois. Les bouts de bois, je prends, j'ai la brouette, je ramasse les bouts de bois. J'ai pris un morceau. J'ai dit ça, c'est pas un bout de bois. J'ai dit ça, c'est humain, je pose. La police, quand ils sont arrivés, commençait à parler un peu entre eux. Je me suis dit, pourvu que ça ne soit pas ce que tout le monde pense. Manque de peau. Il s'agit du fémur d'Alexandre. Le reste du corps de l'adolescent est retrouvé ici, quelques semaines plus tard. Commence alors une gigantesque enquête pour comprendre ce qui lui est arrivé. Pendant près de 2 ans, 60 policiers vont tout tenter. La famille, les amis, les habitants du quartier sont entendus. 4 millions de communications sont analysées. Mais c'est un mot de 3 lignes qui va dénouer une partie du mystère. Un mot écrit sur le registre de condoléances ouvert pour les obsèques que le procureur de la République fait expertiser. On va découvrir peu de temps après que ce registre comporte une mention assez énigmatique. Mike, SDF. Je connais ce qui est arrivé, mais ce connard qui t'a fait ça est sous terre. Qui est cette personne, Mike, SDF, Et donc, avec ce travail d'archives, en quelque sorte, presque, qui est réalisé, on va remonter progressivement vers celui qui est aujourd'hui le principal accusé de ce dossier. Il s'agit de Michael Bérel, un marginal de 25 ans qui traîne dans le centre-ville de Pau. Il a déjà fait de la prison pour violence. Il avoue être celui qui a tué Alexandre. Il est incarcéré. Après 2 ans d'enquête, un soulagement pour les Palois. Michael Bérel livre devant le juge d'instruction l'esquisse du scénario du crime. D'après lui, à l'origine de tout, il y a un autre marginal, Christophe Camille, âgé de 23 ans. Selon son avocate, Christophe Camille vient de sortir de l'hôpital psychiatrique le soir du 4 juin 2011, quand il croise la route d'Alexandre. Il n'a pas l'heure, il va demander à Alexandre l'heure, Alexandre va sortir son téléphone portable, Christophe Camille va lui demander son portable, il va l'attraper en lui disant de façon virulente de lui donner le portable, ce que va faire Alexandre. Christophe Camille a le téléphone entre les mains, Alexandre s'en va. Le hasard de la vie fait que Christophe Camille va rencontrer celui qu'il a déjà vu à quelques reprises au Secours catholique, qui est Baérel. Ils vont se retrouver et Alexandre va revenir. Alexandre revient sur ses pas, sans doute pour tenter de récupérer son portable. Il fait face à Michael Bérel et Christophe Camille. Mon client ne touchera pas à ce moment-là Alexandre et partira en courant dès qu'il verra Baérel s'en prendre à Alexandre. Michael Bérel explique avoir été pris d'un accès de rage en voyant revenir l'adolescent devant les halles. Il lui assène plusieurs coups violents sur le haut du crâne avec un marteau qu'il porte alors toujours sur lui. Il raconte avoir traîné le corps d'Alexandre dans cette rue, sur 30 mètres, jusqu'à l'appartement de Fatima et Nadja, une femme de 20 ans son aînée, avec qui il vit entre 2 incarcérations. Pendant l'enquête, elle avouera avoir aidé Michael Bérel à cacher le corps d'Alexandre dans sa cave, avant de revenir sur ses aveux. Elle est poursuivie pour non-dénonciation de crime, Christophe Camille et Michael Bérel, pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans ce foyer de réinsertion, les 3 accusés étaient connus. Les éducateurs parlent de profils très fragiles, de parcours d'errance, sans entourage familial. Neil et Denis se souviennent de la brutalité de Michael Bérel. Quelqu'un de très fuyant, quoi, qu'on ne pouvait pas capter, qui passait, mais on ne savait pas trop son histoire. Donc on savait qu'il pouvait être
très tendu, voire violent avec Fatima, mais après, avec les autres, pas forcément, quoi. Elle était comment, Fatima Enadja? Qu'est-ce qu'elle vous faisait comme impression? Moi, j'en ai le souvenir d'une personne très démunie, extrêmement vulnérable. En souffrance aussi, ouais. En grosse souffrance. Est-ce qu'elle était sous influence de Michael Berel, d'après vous? Elle nous disait qu'elle avait peur de lui, quand même. Michael Berel va aussi impliquer un autre homme qui n'a rien à voir avec ce milieu marginal. Claude Ducos, un chasseur de 72 ans, ancien électricien de la SNCF, qui coule une retraite paisible dans un village du Haut-Béarn, à une dizaine de kilomètres. Michael Berel révèle qu'il entretient avec le retraité des relations sexuelles tarifées. Mais surtout, le lendemain de la mort, il raconte l'avoir appelé à l'aide. Claude Ducos aurait emporté le corps d'Alexandre Ginca dans sa voiture. 10 jours plus tard, avec Michael Berel, ils auraient jeté le cadavre démembré dans le gave de Pau. Les policiers interpellent Claude Ducos, ici, dans la ferme familiale, où il vit en célibataire avec ses frères et ses belles-sœurs. Tout le monde ignore sa double vie. Contre lui, pas de preuves, mais un faisceau d'indices. Le chasseur connaît la découpe du gibier et surtout son téléphone a borné le lendemain du crime dans le quartier des Halles. Aujourd'hui mis en examen, notamment pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, Claude Ducos est en liberté sous contrôle judiciaire. S'il avoue une relation avec l'accusé, il nie toute responsabilité. Ça, la téléphonie, moi, j'y connais rien. Je ne dis pas que je n'étais pas en contact. Ça, c'est sûr. Mais c'est tout. Après, on allait au cafétéria. C'était un gentil garçon. Jamais d'alcool. Moi non plus, je suis anti-alcool. Oui. Il dit que vous êtes venu chercher le corps et qu'ensuite, vous l'avez rendu en morceaux dans des sacs. Et ce sont ces accusations. Qu'est-ce que vous dites de ces accusations? Mais c'est pas possible. Il a eu le temps pendant, je sais pas combien, 2 ans, de s'imaginer des choses. Mais jamais il m'a fait intention de ça. Jamais. Vous auriez fait ça par amour pour lui? Non, pas à ce point-là, quand même. Non. Et le gosse, je ne l'ai jamais vu, moi. Ni mort, ni vivant. Vous n'avez pas peur d'affronter la justice? Absolument pas. J'ai rien à dire et je cache rien. Les accusations d'un jeune marginal, un téléphone qui démontre seulement qu'il est venu à Pau. Pour l'avocat de Claude Ducos, les éléments sont bien minces pour faire condamner ce chasseur expérimenté. Tout ce qu'on a trouvé à dire dans l'arrêt de mise en accusation, c'est de la vue découper des sangliers, donc il sait le faire, donc il a des enfants. C'est quand même aller un peu vite en besogne. La police a chez lui pris des couteaux que les experts déclarent compatibles avec la découpe de l'enfant. Un couteau est compatible avec une découpe. On peut en trouver chez moi, des couteaux, chez vous, chez monsieur le procureur République ou l'avocat général, on peut trouver des couteaux. C'est pas pour autant qu'on a découpé quelqu'un. Si on avait trouvé ne fût-ce qu'un indice, mais il n'y a pas l'ADN de Ducos, il n'y a pas l'ADN du petit Ginca, il y a l'ADN de personne. Et on dit simplement, bah oui, vous êtes peut-être potentiellement le découpeur. C'est horrible quand même. Claude Ducos risque 3 ans de prison. Michael Berel et Christophe Camille, la réclusion criminelle à perpétuité. De son côté, Valérie, la mère d'Alexandre, se prépare à côtoyer les accusés pendant les 10 jours de procès. Il faut que les coupables soient reconnus coupables, vraiment. Il faut qu'on ait des explications. Il faut qu'on en ait plus qu'actuellement, si c'est possible. C'est ce qu'on espère. Vous voulez leur dire quoi? Leur dire qu'ils m'ont enlevé mon bébé. Leur dire qu'ils ont démonté toute une vie, toute une famille. Et que s'ils ne tiennent pas la leur, parce que leur vie, pour moi, elle n'est rien du tout. La nôtre, elle était très importante, elle était belle. Et elle est plus belle. Les Palois, eux, ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils viendraient par centaines à l'audience pour comprendre et rendre hommage à un enfant dont le destin a ému toute la ville.